Bonjour à nouveau, plutôt bonsoir, parce que ça va être une table ronde de clôture avec Aurélia Leroux, directrice générale adjointe d'Eneal, et Myrtille Dubois-Danguin du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Jérôme. Petite conclusion sur ce festival avant de démarrer notre table ronde, ça s'est passé comment ? Je trouve que d'avoir commandé autant de soleil, Jérôme, c'est formidable. Je ne sais pas comment tu as fait, mais bravo, vraiment. J'ai mes entrées. Voilà. Non, très très belle manifestation, très agréable, beaucoup de contacts, de collaboration, d'échanges et dans une grande convivialité, dans un site superbe. Donc pour tout ça, merci. Merci à vous. Aurélia, quelques mots de conclusion, pas de table ronde, on n'a pas commencé, mais ça s'est passé comment ces 2 jours ? Très bien, et moi c'était mon premier festival. Donc à Cannes, c'est vrai que c'est très sympa, on a eu le beau temps, des conditions, c'est vrai que ce grand écran, alors moi j'ai beaucoup apprécié le film de lancement de la ville de Cannes, enfin de la région PACA, c'était juste exceptionnel. Et cette association de l'art, de la culture dans ce festival pour finalement rendre aussi le métier attractif, j'ai trouvé ça formidable. Donc merci. On a eu un des trophées réalisés par les malades Alzheimer où il y avait un attrape-rêve. On leur a donné ce trophée et je l'ai donné ce matin au directeur général du Palais des Festivals en lui disant bon voilà, il va attraper tous vos cauchemars. Parce que franchement, vous en avez eu pas mal dans l'événementiel, dans le métier de l'événementiel. Ça a été très très compliqué pour le Palais. Et avant de démarrer notre table ronde, on leur tire un gros coup de chapeau parce que c'est une équipe formidable. Ah oui, vraiment, vraiment. Allez, on démarre notre table ronde. Soutenir et accompagner la transformation du parcours résidentiel des seniors. Peut-être déjà vous présenter. Aurélia Leroux, Eneal, c'est une marque jeune dans un groupe qui est un peu moins jeune. Est-ce qu'on peut un petit peu brosser le tableau de qui est Eneal ? Alors, Eneal, c'est la foncière médico-sociale du groupe Action Logement. Alors, le groupe Action Logement existe depuis très longtemps, mais a opéré malgré tout une réforme en 2015 pour être plus efficient, plus efficace. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui a été engagé il y a quelques années. Et puis en 2020, les partenaires sociaux... parce qu'il faut savoir quand même qu'Eneal, le groupe Action Logement, c'est un acteur du parcours résidentiel. On commence avec les jeunes, avec Visal, on termine avec les vieux, avec Eneal. Et ils ont décidé de se saisir de ce sujet du vieillissement. Et donc en janvier 2020, ils ont décidé de créer Eneal. Mais on s'est appuyé malgré tout sur une structure qui s'appelle Logévi, que vous connaissez bien, puisqu'elle est basée à Bordeaux. Et c'est une ESH du groupe Action Logement qui s'était déjà spécialisée sur le secteur médico-social en Nouvelle-Aquitaine. Et le groupe Action Logement s'est dit, finalement, on a une filiale qui est experte sur le médico-social, qui a déjà un beau patrimoine en tant que, beaucoup de résidences autonomie, des EHPAD. On va capitaliser sur les savoir-faire des équipes pour pouvoir créer Eneal. Et l'objet d'Eneal, c'est de racheter des murs d'établissements médico-sociaux en difficulté, pour pouvoir les restructurer, les réhabiliter et évidemment appréhender l'EHPAD d'après-demain. On en a beaucoup parlé, l'ouverture vers l'extérieur. Et c'est dans cette dynamique que Eneal a été créé. Et on notera que toutes les filiales du groupe Action Logement se terminent par les initiales d'Action Logement, à savoir Eneal, tu as cité d'autres noms tout à l'heure. C'est le côté marketing de l'ensemble des structures du groupe. Et justement, dans ces EHPAD que vous rachetez, que vous rénovez, comment ça se passe ? Comment vous répondez parce qu'on est en train de parler du parcours résidentiel des seniors. Comment vous travaillez à répondre aux attentes et aux besoins des seniors qui sont des attentes nouvelles dans des établissements qu'il faut rénover. Donc ça se passe comment ? Il faut apporter de nouvelles technologies, il faut refaire les murs, il faut repenser quoi ? Ça commence par quoi ? C'est vrai que Action Logement, cet acteur du parcours résidentiel, a quand même a pris aussi ce virage domiciliaire, dans le sens où on travaille aussi sur l'habitat inclusif avec nos filiales, les filiales du groupe Action Logement. Pour autant, tous les résidents ne peuvent pas se maintenir dans les lieux. Donc évidemment, nous, on intervient sur... alors certains disent que c'est 5% du parcours, mais en tout cas, on intervient sur les EHPAD et les résidences autonomie. Et comment on opère ? D'une certaine manière, nous, quand on fait un diagnostic, d'ailleurs, on travaille avec Alogia, je les cite, parce que c'est une start-up
qu'on avait repéré déjà il y a quelques années. Formidable start-up. Formidable start-up. Et qui avait été soutenue par le directeur général Mario Baston, qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je vous prie de l'excuser, mais qui effectivement avait soutenu cette jeune start-up qui est un peu moins jeune maintenant, mais qui a beaucoup de talent et qui nous fait des diagnostics territoriaux. Donc on analyse en fait l'établissement, on voit ce qu'il y a autour et on fait cette vision un peu globale, 360 degrés. Et puis évidemment, on accompagne cette transformation en prenant en compte la transition numérique et écologique. Et donc c'est vrai que c'est pour nous très important. Il faut savoir que le groupe Action Logement a pour objectif pour ses filiales de modifier, vous savez, les étiquettes énergétiques. L'ensemble des filiales du groupe, on en a 50. C'est quoi les étiquettes énergétiques ? Vous savez, c'est la performance énergétique, catégorie A, B, C, D. Et on sait bien que dans plusieurs années, tout ce qui est, on ne pourra plus louer des logements en étiquette E, par exemple. Bon, on a encore le temps, c'est pas pour tout de suite, mais c'est vraiment pour accompagner cette transition écologique et environnementale. Et le groupe Action Logement a fixé pour objectif à toutes ses filiales qui sont implantées partout sur tout le territoire, y compris dans les DROM, de remonter l'étiquette minimum en D dans le cadre de réhabilitation. Nous, Enel, on est en C parce qu'on estime que pour le confort des seniors, il y a besoin de plus de confort thermique et donc on a été plus ambitieux dans le cadre des réhabilitations et restructurations. Et quand on achète des murs d'établissements médico-sociaux, on appréhende évidemment toute cette dynamique-là de performance énergétique et puis évidemment tout ce qui est transition numérique. Et puis après, on retravaille, on restructure les établissements pour ouvrir vers l'extérieur. Voilà, s'il y a un marché pas loin, s'il y a une crèche, comment on peut travailler finalement cet échange entre l'extérieur et l'intérieur de l'établissement. Et concrètement, quand un établissement est en train de se faire rénover comme ça, c'est-à-dire que les résidents le quittent et puis et reviennent donc après, et ça prend combien de temps une rénovation type ? C'est une très bonne question. Merci. Parce que c'est un peu le sujet central dans le cadre des réhabilitations et restructurations. Alors nous, on a une grande expérience de réhabilitation en milieu occupé. Évidemment, quand on s'occupe de populations plus fragiles et vieillissantes, c'est pas la même dynamique. Il y a des sujets plus complexes à appréhender. Et en fait, ça dépend de chaque site. Et le diagnostic territorial nous sert aussi à ça. S'il y a du foncier, s'il y a une emprise foncière suffisamment large, on peut faire des constructions en bois à proximité pour pouvoir éviter finalement trop de... Voilà, sinon ça se fait par tranche. Donc c'est très variable en fait. Chaque projet est unique. Ça peut prendre 3 ans si c'est par tranche. Ça peut être plus court si effectivement il y a un bâti à proximité. Puis on fait aussi beaucoup de démolition reconstruction. Donc évidemment on doit accompagner les gestionnaires parce que nous on ne fait pas de gestion directe. On est très clair là-dessus. Notre sujet c'est de se centrer sur notre cœur de métier qui est l'expertise immobilière sociale, puisqu'on est à but non lucratif, c'est notre ADN. Et effectivement, c'est important pour nous de pouvoir accompagner les résidents et donc les gestionnaires sur la prise en charge des résidents lorsqu'il y a des travaux lourds dans l'établissement. On doit parler de budgets colossaux ? Oui, on peut parler de budgets colossaux, mais la force qu'a Enel, et grâce au groupe Action Logement et la PEC, faut se dire que c'est quand même toute la force aussi d'Action Logement, et donc c'est 0,45% de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés qui permettent d'avoir des moyens au service des politiques publiques de l'habitat, et ça il faut le rappeler, il faut savoir que le groupe Action Logement finance 95% du budget de l'ANRU, et donc on a un acteur majeur sur les territoires, et dans ce cadre-là, ces fonds PEC qui ont été octroyés à Enel de l'ordre de 350 millions d'euros en fonds propres sont en effet un effet de levier fantastique, j'ai envie de dire, pour pouvoir trouver les équilibres et surtout proposer aux gestionnaires des redevances d'équilibre qui vont pouvoir donc traiter dans la durée, puisque nous on essaie d'avoir des redevances forfaitaires justement pour pas qu'il y ait de variations. Parce que la grosse problématique en fait des établissements qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on parle de redevances transparentes, ce qui fait que dès qu'il y a une réhabilitation, ça fait exploser le niveau de redevance. Les gestionnaires n'ont pas forcément les moyens financiers d'absorber cette redevance, et donc les établissements ne sont pas réhabilités. Et nous, notre modèle, grâce encore une fois à cet effet de levier des fonds propres, nous permet, en injectant plus de fonds propres dans l'acquisition de ces murs, et donc moins d'emprunts, de trouver les équilibres et de proposer une redevance soutenable à ces gestionnaires qui vont leur donner des marges de manœuvre pour bien s'occuper et des salariés, parce que c'est important, des salariés qui travaillent dans ces établissements, et bien évidemment au service du bien vieillir et des résidents. C'est quoi le profil de ces gestionnaires et c'est combien d'établissements réhabilités aujourd'hui ?
Alors, nous, on est sur un objectif de 150 établissements à réhabiliter dans les 3 prochaines années. Alors, évidemment, ça va prendre plusieurs années. On est sur 10 ans de travail, on va dire. Et le profil des gestionnaires, justement. Alors, le profil des gestionnaires, c'est très varié. On a des CCAS, des associations, des congrégations. Alors, ce qui est clair, il y a un point commun, c'est tous à but non lucratif. On est dans le secteur social et donc on n'achète que des établissements, que des murs d'établissements du secteur à but non lucratif. Tout est réinvesti systématiquement. Absolument. Et vous avez une particularité aussi, tout à l'heure on parlait de territoire, c'est vraiment de travailler avec le tissu local. Absolument, et ça c'est très important. Et d'ailleurs, on travaille, on a créé des conventions de coopération avec les filiales du groupe qui sont déjà implantées sur l'ensemble du territoire. Il y a 50 filiales sur l'ensemble du territoire, donc on a créé des conventions de coopération pour, quand on va envisager une réhabilitation sur un territoire donné, on ne peut pas le faire à 500 km. Il faut qu'on soit au plus près, et puis c'est l'ADN d'Action Logement d'être au plus près des territoires. Donc on est dans un travail de maillage territorial, de création d'agences au plus près des besoins et au plus près des murs qu'on achètera et qu'on a déjà achetés et qu'on achètera demain. Donc on va monter dans le nord un petit peu par rapport à la région sud et la Nouvelle-Aquitaine. Ça c'est typiquement le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, c'est typiquement des structures avec lesquelles vous travaillez au quotidien dans le cadre de ces réhabilitations. Alors, Myrtille Dubois-Nanguin. Enéal est effectivement adhérent du Gérontopole de Nouvelle-Aquitaine et nous travaillons, on va dire, main dans la main avec tous les acteurs qui interviennent, qui participent à toutes les questions du vieillissement sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, par exemple, pour Enéal, nous sommes sur un dossier actuellement avec la majorité des bailleurs sociaux du secteur. Donc il y a bien sûr Enéal, mais il y a aussi Domo France, il y a Mesolia, Aquitanis. Bon, la majorité sont Action Logement. Et donc l'idée de ce projet, c'est de construire un guide stratégique et opérationnel qui va permettre la transformation de l'habitat du senior. Transformation aussi bien en termes de services, en termes de lien social, mais également en termes d'équipement numérique. Et bien sûr en termes de bâti. Donc il y a cette association, il y a ce travail commun. On est également sur une commune proche de Bordeaux, Talence pour ne pas la nommer, sur un projet de diagnostic aidant-aidé, où là aussi il y a tous les bailleurs sociaux de la communauté qui se sont regroupés. Donc il y a Enéal, toujours un peu les mêmes, Alogia cette fois-ci, et le Gérontopole. Donc là, l'idée, c'est de faire plus de 1000 diagnostics auprès des personnes âgées de la commune pour voir un petit peu quels sont les besoins, quelles sont les adaptations de l'habitat nécessaires, quels sont les besoins en lien social, quels sont les besoins divers et variés. Et justement, à propos du Gérontopole, quand il s'est créé, il est récent, je crois. Alors, et comment il s'organise de manière opérationnelle, au jour le jour? Alors, il est récent, oui et non, parce qu'en fait, c'est une transformation d'Autonome Lab. Autonome Lab, c'est un Living Lab qui existe depuis 2009 avec une équipe constituée et qui était centrée sur tout ce qui était innovation pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. Ce Living Lab s'est transformé selon la volonté d'Alain Rousset, donc président de région Nouvelle-Aquitaine, en Gérontopole. Donc nous sommes aujourd'hui financés par la région Nouvelle-Aquitaine et l'ARS Nouvelle-Aquitaine. On a laissé, je dirais, le handicap pour se concentrer sur tout ce qui était personnes âgées. Et donc aujourd'hui, le Gérontopole est constitué de plusieurs entités. Donc vous avez un pôle recherche qui travaille avec toutes les universités, les laboratoires, les CHU. Donc là, je dirais l'étude la plus importante actuellement, c'est sur le repérage de la fragilité. On a ensuite un pôle accompagnement des politiques publiques. Donc on va accompagner les départements, les communautés de communes, les collectivités sur toutes leurs questions de vieillissement. On a un pôle Europe, donc qui développe des projets européens. Donc ça, Autonome Lab le faisait déjà depuis plusieurs années, depuis 5 ans. On a un pôle innovation qui va se mettre en charge de repérer les innovations qui peuvent être intéressantes pour le bien vieillir à domicile. Alors, c'est des innovations qu'on va pouvoir proposer
effectivement aux bailleurs sociaux dans cette démarche que nous avons de cahier des charges, où on va dire, tiens, on a repéré cette innovation, elle est très intéressante. Je vous en ai envoyé une d'ailleurs. On va regarder, parce que ça, j'en parlerai, mais on a un sujet là-dessus. Voilà, Réveil. Oui, je note. Qui est un des finalistes. Voilà. Un coup de cœur, je crois. Voilà, un vrai coup de cœur, parce que c'est une vraie belle idée, même s'ils ne sont pas en Nouvelle-Aquitaine. Nous, on accompagne aussi des entreprises. Il y a la ferme médicale girondine qui est avec nous ici sur le salon. Donc, on va mettre en avant des solutions, des innovations qui vont faciliter le quotidien des personnes âgées. Et on va avoir aussi un pôle attractivité des métiers du grand âge et formation. Et après, il y a le pôle développement que je représente. Donc moi, mon métier, c'est de rencontrer du monde. C'est de me faire des amis. J'adore ça. C'est-à-dire, j'ai une start-up, j'ai un projet, j'ai un service, j'ai un produit. Je frappe à la porte du Gérontopôle. Je rentre dans une moulinette d'accompagnement, d'analyse, et peut-être qu'on peut proposer mon service dans le cadre de logements qui ont été réhabilités par Enéal. C'est un petit peu ça le parcours. C'est un peu ça le parcours, avec le petit bémol que nous devons nous centrer sur les entreprises néo-aquitaines. Parce que c'est dans nos statuts, parce qu'on est financé par la région. Ça ne veut pas dire qu'on met à la porte une entreprise et une idée innovante, parce qu'elle n'est peut-être pas sur la Nouvelle-Aquitaine. Je parlais de Réveil il y a tout de suite là. C'est une entreprise qui n'est pas néo-aquitaine, mais par contre, personne en Nouvelle-Aquitaine a développé ce projet-là. Donc, pour autant, on est susceptible d'aider ce genre d'entreprise. Mais en priorité, bien évidemment, ce sont les entreprises du secteur. Et c'est vrai que nous, ça nous intéresse énormément, parce qu'on a un pôle innovation très développé au sein d'Enéal. On croit beaucoup aux startups, et il faut savoir qu'un directeur d'EHPAD, il peut être dérangé 10 à 20 fois par semaine par tout un tas de startups. Et nous, on a un réseau, on est en train de constituer un réseau de gestionnaires conséquent. Et donc, on fait ce travail de référencement. Donc, effectivement, on peut travailler avec le Gérontopôle qui va nous suggérer. Donc, c'est une forme de cooptation, mais ça nous permet aussi de référencer des entreprises sérieuses. Le festival de Cyber Eco, pour nous, c'est une niche incroyable, parce que ça nous permet de repérer des talents, et donc je suis très fière que Paul Labo, notre chef de projet innovation, ait pu participer au jury, parce que c'est pour nous très important de pouvoir soutenir à la fois ces jeunes entreprises qui sont aussi l'avenir et de cette transition démographique, et il faut pouvoir les soutenir, et c'est pour nous important. Donc voilà, quand on repère des talents comme ça, on les référence et on les propose à nos gestionnaires. Et nous, on essaie de les mettre en lumière, on essaie de les mettre sur le devant de la scène, et de les mettre en lien avec des personnes. Là, on a un jeune aide-soignant qui a créé une solution que je trouve, moi, ancienne directrice d'EHPAD, formidable. Je l'ai mis en lien avec le groupe Corian, en me disant, il gagne à être connu et il faut qu'il fasse son chemin. Une des démarches, c'est d'accompagner le bien vieillir à domicile, donc pour Myrtille, au domicile des seniors économiquement fragiles. Ça reste quand même pas seulement une exclusivité ou... Non, c'est pas une exclusivité. Nous, tous les seniors et toutes les personnes âgées nous intéressent. Mais il faut quand même être réaliste. Ceux qui ont le plus besoin de nous, ce sont ceux qui sont économiquement fragiles. Parce que c'est eux qui ont le moins accès au numérique, c'est eux qui ont le moins accès aux nouvelles technologies, c'est eux qui ont le moins accès à l'information. Donc l'adaptation du logement, si vous avez quelques moyens, vous pouvez adapter votre logement. Moi, dans ma famille, mes beaux-parents ont adapté leur salle de bain sans faire appel à quoi que ce soit, à aucune aide, parce que, déjà, ils avaient une belle-fille formidable qui les a aidés, mais en plus, parce qu'ils avaient aussi les moyens de le faire. Voilà. Quelqu'un qui vit dans un logement social et qui est locataire, qui a une toute petite retraite, souvent pour les femmes avec des pensions de reversion, parce que moi, je trouve qu'il faut s'intéresser à ces veuves qui n'ont pas travaillé et qui se retrouvent avec des toutes petites retraites. Et comment peut-on vivre avec 600 ou 700 euros par mois? Comment peut-on modifier son appartement avec 600 ou 700 euros par mois? Donc effectivement, même si ce n'est pas une exclusivité, c'est une volonté quand même d'aider son prochain le plus possible. En revanche, nous, c'est une exclusivité. Nous, on n'intervient que pour les populations les plus fragiles. On est bailleur social, et c'est notre mission, c'est d'aider les personnes vieillissantes les plus fragiles, avec limité par un plafond de ressources. C'est notre métier, et ça fait partie. C'est pour ça que j'avais évoqué rapidement le sujet des services. Nous, on part du principe que dans notre modèle, les services
doivent être accessibles à tous, quels que soient leurs revenus. Et c'est pas pour autant qu'on va proposer un socle de services médiocre. On n'est pas sur un principe de socle. On propose les meilleurs services pour tous les résidents, et c'est pour nous important. On veut pas qu'il y ait on veut pas qu'il y en ait certains qui vont payer pour certains services et d'autres non, parce que ça va créer une sorte d'inéquité. Et voilà, il y a ceux qui auront les moyens de se payer tel service et puis les autres. Non, ça c'est pas notre modèle en fait. On aurait tendance à se dire au niveau des NAL nationales. Oui, on est national. On a obtenu l'agrément national en août 2020 par Emmanuel Vargon. On a tendance à se dire, vu que l'ambition et l'action est nationale, ce serait plutôt plus intéressant de faire appel à des structures qui sont nationales, dans le cadre d'économie d'échelle, de manière justement à entre guillemets, fournir ou acheter le moins cher possible avec des appels d'offres. Non, vous militez pour un ancrage territorial. Nous, on croit fondamentalement au local, et c'est vraiment notre ADN, et c'est l'ADN du groupe Action Logement. On a toujours, alors c'est vrai qu'on a eu, il y a eu des fusions de sociétés HLM, mais enfin quand vous avez 6 ou 7 sociétés HLM qui ont le même, on va dire, père sur un territoire, on mutualise pas non plus les effets. Et puis il y a un petit phénomène quand même d'économie à opérer dans l'intérêt général. Donc effectivement, nous, la stratégie du groupe Action Logement, c'est de dire on a 2 à 3 filiales HLM par territoire, pas plus, parce qu'il faut quand même une petite concurrence saine, parce que sinon on crée des baronnies, c'est pas notre objectif. Donc voilà, pour justement créer de l'émulation, mais aussi de l'efficience. Et toute la réforme du groupe Action Logement, elle a eu pour objectif de mieux utiliser les finances publiques, ou quasi publiques, hein, là on parle des fonds de la PEC, et c'est de notre devoir d'être vigilant par rapport à ces fonds-là. Et donc, il est naturel d'avoir un effet de mutualisation, mais raisonnable, tout en étant plus près du territoire, parce qu'on sait que c'est ça qui marche. Voilà, on le sait. On parle très clairement en matière de silver economy d'emplois non délocalisables. C'est de l'humain, on est typiquement dans ce type d'emploi qui est des emplois de proximité. Ça. Tout à fait, Absolument. tout à fait. Et je crois que travailler sur un territoire, et Enéal le fait très très bien, parce que bon, ça fait longtemps que je les connais, même quand il s'appelait encore l'OGV, et c'est parfait. Voilà, d'utiliser la ressource du territoire, c'est une excellente idée. Et pour autant, l'économie d'échelle, on s'y retrouvera quand même. On s'y retrouvera quand même. C'est étonnant parce que moi je viens du logement social. J'ai fait 18 ans que dans le logement social, et quand j'ai découvert le médico-social il y a 2 ans et demi, on va dire, j'ai eu le sentiment de voir le logement social il y a 20 ans. C'est pas une critique, hein. C'est juste que je pense que le médico-social est au début de son histoire, et donc de son auto-réforme, de cette transformation qui doit s'opérer et qui va s'opérer indéniablement, parce qu'on rentre dans ce fameux tsunami, hein, donc il faut anticiper ce sujet-là. Et je crois qu'il y a vraiment des choses à imaginer entre les différents acteurs. Enfin, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec l'habitat inclusif. On voit bien qu'il y a des ponts qui s'opèrent aujourd'hui entre ces différents acteurs, et il faut absolument unir nos forces, parce qu'effectivement les enjeux sont énormes. Je crois beaucoup, moi, à l'intelligence collective. Pourtant, ce que je dis souvent, c'est que je viens d'un monde ancien maintenant. J'ai fini mes études fin des années 80. On parlait de marge, on parlait de productivité, on parlait de tas de choses très très intéressantes. Mais je trouve que l'intelligence collective et le partage, l'échange, c'est beaucoup plus intéressant. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux parler de partenariat que de concurrence. Il y a de la place pour tout le monde. Le marché de la silver est énorme. Et je pense qu'unir nos forces, c'est de l'intelligence. Voilà. Il est en devenir, il ne fait que commencer. Exactement. Il ne fait que commencer, bien sûr. Et quels sont vos objectifs communs dans ce cadre-là, les échéances, les partenaires engagés, hein, vous avez un projet commun, comment vous allez sélectionner les partenaires, et quels objectifs vous définissez à 2022, 2030 ? Alors nous, on va pas si loin. C'est-à-dire qu'on fonctionne projet par projet. J'ai dit 2022. Hein. Voilà, projet par projet. C'est-à-dire que là, par exemple, le projet que j'ai évoqué du guide stratégique et méthodologique que nous construisons avec les bailleurs sociaux, entre autres, on a fini la première étape qui était l'état des lieux. On va commencer en janvier, je dirais, la construction de ce guide stratégique et méthodologique. On pense l'avoir terminé pour le mois d'avril, et pour pouvoir, à partir du mois d'avril, l'expérimenter sur le terrain. Voilà, donc c'est en fonction... C'est quoi concrètement ce guide ? Il sera à l'usage de qui ? C'est-à-dire qu'un bailleur social qui veut adapter une résidence, un parc, eh bien, il aura
toutes les aides, tous les guides, toutes les techniques dont il a besoin pour faire ça. Aussi bien quels sont les services qu'il peut, sur quel bouton il peut appuyer, quels sont les services qu'il peut monopoliser. Mais là aussi, c'est sur le territoire. C'est-à-dire qu'on va pas faire un guide général. C'est sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, vous connaissez Mona Lisa? Oui, non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Mona Lisa? Vous connaissez les CCAS? Oui, non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les CCAS? Et puis après, sur le bâti, qu'est-ce qui est intéressant? Quelles sont les nouvelles technologies qui peuvent être mises en avant? Quels sont les financements qui peuvent être utilisés? Parce qu'il y a des financements qui passent quelquefois un peu en dessous des radars et qu'on ne connaît pas forcément. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment quelque chose de stratégique. Quels sont les enjeux du vieillissement pour un bailleur social et comment il peut y répondre de manière concrète. Voilà, ça c'est un projet qu'on mène là aujourd'hui. Et puis on va se laisser porter projet par projet. Pour le moment, comme on vient de démarrer, comme on est déjà un jeune bébé, on est encore en construction. Aurélia, une réaction? Oui, ce type de alors guide, nous aussi, d'outil. on est aussi en construction, mais en même temps, alors on a fait déjà un bon bout de chemin, puisque ça a été créé il y a 2 ans et demi. Nous aujourd'hui, on est engagé avec pas mal de gestionnaires et de propriétaires qui ont fait le choix de céder leurs murs, qui ont compris que déjà, ils avaient besoin de marge de manœuvre financière. Donc, effectivement, quand ils sont et propriétaires et gestionnaires et qui cèdent les murs, ça leur redonne des marges de manœuvre, ce qui récupère des fonds propres immédiatement. On arrive à travailler avec eux ces fameuses redevances qui leur permettent d'avoir un peu plus de mou, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'occuper des résidents. Donc là, on est bien engagé avec quelques gros acteurs, j'ai envie de dire, pour les prochaines années, en tout cas. Et puis, notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir acquérir 150 établissements à terme. Aujourd'hui, là, on en a 50, j'ai envie de dire, en portefeuille. On devrait signer ces 50 en 2022, donc ça va assez vite. Et c'est vrai que ce sujet de construction est pour nous important parce qu'on a dû nous aussi opérer notre transformation. Et ce que je voulais dire, c'est que je crois qu'il faut être acteur de cette transformation avant qu'elle s'impose à nous. Et donc, quand on dit on est au début de l'histoire, on est au début de cette histoire en effet, mais il faut vraiment qu'on puisse unir nos forces dans un objectif commun, c'est la prise en charge de nos aînés dans les meilleures conditions. Effectivement, il faut se bouger. Et il faut se faire un peu violence parce que, mais en même temps, si on prend le taureau par les cornes et qu'on s'engage dans cette réforme, cette auto-réforme, c'est pas évident de le faire, mais si on le fait, on sera plus fort. Parce que quand on nous impose des choses, là, c'est plus pareil. Voilà. Une urgence? Oui, je pense qu'il y a une urgence. Il y a une urgence, pour moi... On est vraiment en retard sur l'amélioration. On est vraiment... Voilà, Je pense qu'il y a beaucoup de passerelles à mettre en... C'est quand même un secteur extrêmement éclaté. Donc il y a quand même aussi un sujet de rapprochement de différents acteurs, de synergie, d'intelligence collective. Il faut vraiment qu'on soit dans l'action et pas que dans les énièmes rapports. On en a vu, ça fait 10 ans qu'il y a des rapports. Bon, il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une urgence maintenant à se transformer, mais collectivement, tous. Et Enéal a commencé aussi sa transformation. C'est pas tout à fait la même, j'ai envie de dire, mais c'était un bailleur social. C'est un bailleur social qui devient foncière. Les équipes ont dû bouger. Ça s'accompagne. Il n'y a pas beaucoup de culture de la transformation en France. Mais l'accompagnement du changement, ce sont des techniques. Ce sont aussi des techniques managériales. Il y a eu d'ailleurs une start-up, une jeune entreprise qui a été récompensée pour son, je crois que c'est Partagé Vie, il me semble, sur le sujet des managers. Enfin voilà, tout est en même temps. En fait, il n'y a pas quelque chose dans un endroit et puis il faut associer les briques. Et alors, justement, la volonté du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, il se passe beaucoup de choses. Bon, comme dans d'autres territoires, je ne dis pas forcément cocorico complètement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de silver economy. Et chacun y va de sa petite musique. Un petit duo par-ci, un petit quatuor par-là. Et la volonté du Gérontopole, c'est d'arriver à unir un petit peu toutes ces musiques. Alors, je ne dis pas qu'on vise le symphonique tout de suite, mais quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, d'un peu plus uni, et que les gens travaillent un tout petit peu plus ensemble. Voilà. Déjà, si tout le monde est sur la même scène, c'est pas mal. Puis après, on jouera une jolie musique tous ensemble. C'est l'idée, c'est mon idée toujours. Bravo pour cette image. Donc soutenir, accompagner le secteur, on l'a vu. Transformation du parcours résidentiel, on en a parlé. C'est quoi le Graal de l'habitat adapté aux seniors? C'est l'habitat inclusif? Il me cherche.
Non, si, non mais... Si, non. Non mais bien sûr, c'est un habitat dans lequel le senior va se sentir bien, sauf que chaque senior est différent, donc il y en a pour qui être bien, et on l'a vu dans le film ce matin qui a été diffusé, il y a des seniors qui seront heureux chez eux le plus longtemps possible, mais bon, il leur faut quand même des services, hein, parce qu'à un moment donné, s'il y a une perte d'autonomie, il faut bien que les services viennent jusqu'à eux. C'est pour ça, nous aussi, on croit beaucoup à l'EHPAD hors le mur, à cette mutualisation de services, à ces plateformes de services, pour trouver aussi des effets de mutualisation et pour que y a une forme d'effet de levier pour pouvoir proposer les meilleurs services aux résidents où qu'ils soient, en EHPAD ou chez eux, ou en diffus dans du collectif. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça à imaginer. Pour autant, il y en a qui se retrouvent aussi chez eux isolés, qui voient personne et qui préfèrent se retrouver dans une résidence autonomie, échanger avec d'autres résidents ou dans l'intergénérationnel. Il faut savoir que INEAL a fait de l'intergénérationnel thématique qui marche très bien. Cahier des charges réalisé par Alogia. Voilà, absolument. Donc je le dis parce que c'est aussi un très beau projet. On a inventé une marque qui s'appelle la marque Climat. Donc c'est vrai que c'est. Mais c'est la somme de tous ces dispositifs dans un parcours résidentiel qui fera la force et qui permettra ce virage domiciliaire dont on parle beaucoup. Mais en fait, le virage domiciliaire, c'est pas exclure les EHPAD ou les résidences autonomie. C'est un ensemble qu'il faut appréhender. Et voilà, donc, il y a cet effet de mode en ce moment de parler d'habitat inclusif. Et c'est pour ça que tout le monde attend le Graal, sans forcément pouvoir le définir d'ailleurs. Il n'y a pas de Saint Graal. En fait, il faut que les acteurs se parlent et acceptent de se transformer. Mais pour ça, il faut un peu de courage. Et puis, il faut de la volonté politique. Voilà. Comme dans tous les secteurs d'activité, il y en a pour tout le monde. Si vous prenez la mode, vous avez du prêt-à-porter, vous avez du haut de gamme, vous avez de l'ethnique, vous avez etc., etc. Et bien dans l'habitat, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il en faut pour tous les goûts. Il faut que la personne se retrouve dans un habitat qui lui corresponde. Si c'est la colocation, c'est parfait. Si c'est l'habitage partagé, c'est parfait. Si c'est le domicile adapté, c'est génial. Mais voilà. Il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Et aujourd'hui, beaucoup de gens réfléchissent à ces modes d'habitat, à ces modes d'habiter, et c'est très bien. Voilà. Donc il faut que tout le monde, que les seniors trouvent leur mode d'habiter qui leur corresponde. Comme un vêtement, pareil. Quelques mots sur ce qui s'est passé ce matin, une première. Oui, moi à chaque fois que je vois ce film... Les âmes fortes de l'âge fragile. Absolument, c'est un film de Loïc Corriou. La première fois que j'ai vu son film, on a eu l'occasion d'échanger par ailleurs, on se connaissait avec Loïc. Bon, il m'a parlé de son projet de film. Après, il y a eu le Covid. Bon, il m'a montré son film juste après la période Covid. Et c'est vrai que dès le début, je lui ai dit on va te soutenir. On va soutenir parce qu'on croit beaucoup justement. Il y a quand je parlais d'évolution culturelle et sociétale, on est sur des temps très longs, et c'est la somme de plusieurs actions qui fera que la culture va bouger. C'est le plus long à bouger, c'est la culture. Et donc, c'est vrai qu'un film qui montre cette réalité dans les EHPAD et qui peut faire soit un déclic chez certaines personnes, soit des prises de conscience, soit permettre à des acteurs de mieux travailler ensemble, c'est une graine, effectivement, qu'on plante pour l'avenir. Et puis, c'est peut-être un grain de sable, comme disait Loïc, mais s'il y a plein de grains de sable, ça fait une jolie plage. Et je pense que c'est ça aussi, que chaque acteur a sa pierre à apporter à l'édifice. En tout cas, on était ravis d'accueillir la première diffusion. Et je crois qu'il y a un Tour de France qui va se lancer. Oui, merci d'ailleurs, parce que c'était pour nous une chance inouïe de pouvoir diffuser cette première quand même dans le Palais des Festivals. Dans la salle dans laquelle a été diffusé ce film, c'est l'auditorium K du Palais des Festivals, il y a quand même pas mal de films qui ont été... palmé, je sais pas comment. Espérons que ça porte chance à Loïc, parce que encore une fois, c'est pas notre film, c'est le film de Loïc. On soutient la culture, on soutient ces initiatives, et en plus elles font forcément sens pour nous puisqu'on croit à cette évolution culturelle. Et on n'est pas dans l'opposition des acteurs, des modèles. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à tous ensemble travailler pour justement rejoindre cette intelligence collective et faire de belles choses. Parce que dans 20 ans, moi j'ai écrit un petit post sur LinkedIn sur la période Covid. On va pas mettre, vous savez, il y a eu un problème de production de masques à un moment donné, mais on a fini par les produire, les masques, en quelques mois. Sauf que des EHPAD, des résidences autonomie ou ce fameux virage domiciliaire, ça va pas se faire en quelques mois. Il va nous falloir de très nombreuses années. Donc ça va. Là, c'est le fameux tsunami qui est évoqué, et je pense qu'on est au début de l'histoire, mais je pense que la prise de conscience est là. Et donc moi, je suis très optimiste pour la suite, même si on va jamais assez vite. Mais en tout cas, je crois vraiment à une vraie prise de conscience.
Et si on doit retenir quelque chose de cette crise Covid, c'est à la fois cette accélération numérique qui est quand même positive pour aussi avancer, mais aussi cette prise de conscience sociétale. Et ce que ça a renvoyé chez les uns et les autres, c'est l'effet résilience, mais je crois qu'il faut retenir ça de cette crise. On a le coucher de soleil qui commence à nous aveugler un petit peu. Ça veut dire que c'est l'heure. Ça veut dire que c'est l'heure. C'était la table ronde conclusive de l'ensemble de ce forum et networking et puis exposition au Palais des Festivals. Qu'est-ce qu'il faut conclure par rapport l'expérience a été bonne, on se donne rendez-vous en 2022 ? Bien sûr. On compte sur vous ? Bien sûr. Vous pouvez. Vous pouvez compter sur Enéal et Mario Baston sera évidemment présent l'année prochaine. D'accord. Muriel Point aussi. Voilà. Okay. On leur réservera le siège de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. On les marquera pour Muriel et Mario. Vous pourrez compter sur eux donc. Merci infiniment de votre présence. Merci d'avoir expliqué votre modèle parce que c'est vrai que on vous connaît pas forcément précisément et on voit pas tout le travail qui est fait dans l'ombre par rapport aux bailleurs, par rapport aux gérontopôles. Et on va vous suivre de près pendant un an et puis on se donne rendez-vous en septembre. Ça marche. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Jérôme. Merci. Et merci à tous. Au revoir.